Sac au bon endroit, il est important de savoir interpréter la configuration des lieux et de bien repérer les fonds afin d'éviter de perdre un beau poisson. Tout est question de technique, d'art, diront certains. Christian Bolto a accepté de nous faire partager son expérience. Là, on va attaquer une pêche à la bombette depuis les rochers. Le fond est pas mal accidenté ici avec des bancs de sable. Donc, puis les conditions sont belles, il y a du soleil, il n'y a pas trop de vent, ça va être impeccable. Il vaut mieux avoir préparé ton matériel avant, les bas de ligne notamment. Moi je les prépare sur des petits plioirs en mousse qui ne tiennent pas de place. En différents diamètres de fil fluorocarbone et en différents types et tailles d'hameçons. Et surtout en différentes longueurs. Dans des endroits encombrés comme celui où on va pêcher, à 1,20 m en 15 ou 20 centièmes conviennent parfaitement. Pour les appâts, j'utilise beaucoup les vers américains et les mourons. Ils tiennent bien à l'hameçon, ils supportent les lancers appuyés et puis ils intéressent pratiquement tous les poissons. Il vaut mieux les enfiler à l'aiguille pour avoir une meilleure présentation. Alors il y a une petite astuce qui consiste à faire coulisser un petit hameçon à œillet sur ton bas de ligne. Tu piques le vers quand il est bien allongé, tu fais une simple clé et ça te permet d'avoir un vers toujours bien présenté. C'est-à-dire qu'il ne se tassera jamais quand tu feras un lancer appuyé, et puis quand tu ramèneras surtout sur le fond, ton appât sera toujours bien présenté. Là, la bombette, disons, te permet d'envoyer des appâts ou des leurres à grande distance, d'aller chercher tes poissons dans toutes les couches d'eau, et puis à la limite de traîner sur les fonds rocheux en suivant les fonds marins et d'aller chercher les poissons là où tu ne peux pas aller les chercher avec un plomb, parce que le plomb il va couler droit comme ça, il va s'enrocher et tu coupes, tu ne fais pas 2 mètres en ramenant. Un autre conseil aussi, quand vous pêchez à la bombette, il faut pêcher, ramener très lentement avec des pauses d'arrêt, lever un peu, décoller la bombette, des temps d'arrêt, ramener, mais disons le secret entre guillemets, c'est de ramener l'appât, quand on pêche en appât, on ne parle pas de leurre, il faut ramener l'appât doucement sur les fonds marins. Voilà le principe de la bombette. Voilà, mouliner tout doucement, tiens, ça y est, j'ai les petites tapes. On se demande souvent pourquoi, quand j'ai ferré un beau poisson, j'ai la canne si haute qui va de droite à gauche dans des grands mouvements. La raison en est simple,
c'est que, n'ayant jamais de salabre, j'ai perdu quelques beaux poissons au début. Quand ils arrivaient à 2 ou 3 mètres de moi, ils piquaient un dernier démarrage et réussissaient souvent à s'enrocher. Avec la canne haute, j'ai plus ce problème. Je les fatigue en prenant mon temps et en les baladant de droite à gauche. Ils perdent leur repère, leur équilibre et se fatiguent vite. Ensuite, j'ai tout le loisir de les amener vers moi et de les mettre au sec à la main, sans risque. Alors, pour la bombette, tu as vu que le matériel est assez réduit, je veux dire une caisse, une petite boîte on va dire, où j'ai tout dedans. Alors différentes bombettes bien sûr, bombettes plongeantes, mais plus ou moins rapides selon les conditions. Tu as les bombettes bruiteuses, avec des billes à l'intérieur, comme il y a dans les nouveaux leurres qu'on fait maintenant. Puis il y a des bombettes que tu peux remplir plus ou moins d'eau pour qu'elles coulent plus ou moins rapidement, selon les conditions et les endroits où tu pêches. Un accessoire très utile aussi, l'enfile bombette. Alors c'est une aiguille qui te permet dans toutes les conditions d'installer ta bombette sur ton corps de ligne. C'est-à-dire, tu traverses ta bombette avec l'aiguille, comme ça, tu mets ton fil en haut, tu retires ton fil et tu n'as aucune difficulté, ta bombette est en place. Alors bien penser aussi à la ranger dans son étui après, parce que l'aiguille ça se perd assez facilement. Alors un autre accessoire aussi, ce sont les perles. Différentes couleurs selon les conditions où tu pêches. Elles te servent à 2 choses. D'une part à amortir le choc de la bombette contre le nœud pour ne pas le fragiliser, puis elles te servent aussi de teaser pour les poissons, notamment pour les sards. Voilà, tu vois ça coulisse, donc ça sert de teaser pour le poisson et comme la bombette quand tu la jettes elle vient taper là, ça protège le nœud d'attache avec l'émerillon. Voilà. Alors l'accessoire pour moi le plus important, ça va être le triple émerillon. Alors avec ou sans agrafe, mais comme c'est une pêche de lancer-ramener, ça évite que ton bas de ligne vrille. Pourquoi 3 ? Parce qu'avec un, à la longue, il va vriller, avec 2 pareil, et avec 3, il n'y a aucun vrillage possible du fil. Donc indispensable. Alors soit avec agrafe, soit sans agrafe. Alors j'aime bien, surtout quand je pêche au ver américain, c'est transpercer le ver de part en part en le faisant saigner. Tu sais que les poissons sont très attirés par les odeurs et par les effluves. Donc quand tu le fais saigner, il va laisser une petite traînée au fond et ça va attirer les poissons. Pas hésiter non plus à laisser le dernier morceau de l'américain précédent sur le bas de ligne. Ça te fait une bouchée un peu plus grosse. Alors là, on prend de gros risques parce qu'on a tapé en plein milieu du plateau rocheux. Bon, c'est là qu'il y a le poisson, mais il faut vraiment tenir canne haute. Tu vois, les touches sont plus franches déjà. Le poisson doit être un peu plus gros, mais il faut la canne haute parce qu'autrement tu accroches. Dès que il faut bien avoir une belle touche là pour pouvoir. Quand tu as une belle touche dans les enrochements, là, il faut tout de suite le brider parce que tu as 1 mètre pour le brider et pas plus. Hein. Il s'enroche, surtout si c'est des sards. Voilà, c'est du petit.
Ah, serrant, écriture. Regarde les belles couleurs. Et c'est vorace comme tout ça. C'est vorace comme tout. Comme le dos. Allez, on le remet. Hop là. C'était une pêche d'eau douce, la bombette. C'était pour pêcher les truites dans les lacs de montagne ou tu sais, dans les réservoirs. Et, disons, l'avantage, c'est que dans les lacs ou dans les réservoirs, les poissons tournent toujours, mais à différentes profondeurs. Et pour les leurrer, donc, il fallait leur présenter l'appât à la bonne profondeur. Donc la bombette, ça permet, si tu veux, de présenter soit un appât, soit un leurre à différentes hauteurs d'eau. Donc c'est venu de là, de la pêche en eau douce. Moi, j'ai essayé d'adapter cette technique à la mer, et notamment, j'ai commencé par la plage, donc simplement en traînant sur le fond, ce qui était bien, mais disons, c'était pas, la bombette n'exprimait pas tout ce qu'elle devait donner. Et petit à petit, j'ai été dans des enrochements, dans les calanques, du côté de l'Estérel, tout ça. Et puis je me suis aperçu que je prenais du poisson. Au départ, j'ai galéré un petit peu parce que j'ai laissé pas mal de bombettes et puis de bas de ligne. Puis à force de pratique, j'ai trouvé un peu la méthode pour maintenant, je veux dire, même dans des pires enrochements, je laisse aucune bombette. De temps en temps, un bas de ligne. Mais si tu veux, comme elle a une densité c'est un lest qui a une densité qui est pratiquement nulle, tu peux l'envoyer à grande distance. Et puis la faire évoluer à n'importe quelle profondeur. Et moi, j'ai adapté ça dans les calanques ou dans les enrochements à la laisser descendre au fond, suivi d'un appât naturel, comme on a pêché ce matin, et puis à épouser les fonds marins. Et les poissons, ils sont dans leur cache, ils sont ici, ils se croient à l'abri. Donc moi, je les leurre comme ça. Le problème, c'est qu'il faut avoir une canne qui soit sensible, mais qui ait une forte puissance. Parce que le sard, quand tu le pêches au milieu des enrochements, il te laisse très peu de marge pour pouvoir le brider. Autrement, il s'enroche. Donc le problème est un petit peu là. Autrement, tu passes partout, tu vas chercher n'importe quel poisson. Tu as vu ce matin, on a fait du sard, on a fait de la dorade, on a fait du serrant. Tu peux très bien, en montant très fin, avec un petit hameçon et puis des morceaux de demi-dure ou des morceaux de gambas, tu vas très vite te faire une soupe pour le soir en poisson de roche. Et puis après, si tu veux attaquer plus gros, il suffit de monter la taille d'hameçon, le nylon du bas de ligne. Et puis là, tu tapes n'importe quel poisson. Alors ce que je préconise aussi, c'est que sur le moulinet, tu sois en tresse. Parce qu'à grande distance, je veux dire, comme la tresse n'a aucune élasticité, la moindre petite touche, tu la ressens directement dans la canne. Et il faut le ferrer tout de suite. Et ce qui fait que quand tu as des gros poissons, je t'assure que ta canne, intérêt à bien la tenir, parce que ça, vraiment un gros sard ou une grosse dorade, elle t'arrache la canne des mains, tellement la touche est violente. Et dans ce laps de temps-là, il faut pouvoir brider et monter le poisson sur 1 ou 2 mètres, l'éloigner de sa cache, et puis après essayer de le faire travailler en pleine eau. Enfin, on a vu ce matin avec les dorades et les sards, c'était pas des très gros poissons, mais je veux dire, il y en a un quand même qui m'a mis un peu la misère, et il faut tout de suite pouvoir le brider. Alors là, on va prendre de gros risques.
La bombette est une pêche très prenante. Selon les heures, les saisons et les appâts, on touche pratiquement toutes les espèces de poissons vivants en Méditerranée. Les petits comme les beaux poissons feront partie de vos nombreuses prises. Alors n'hésitez pas à remettre à l'eau les sujets les plus petits. Le plaisir de la pêche à la bombette, c'est avant tout de leurrer le poisson dans des endroits difficiles. Pour le reste, le simple fait de pouvoir se balader au bord de l'eau au milieu de magnifiques paysages suffit au bonheur du pêcheur que je suis. Porto Rotondo, au nord-est de la Sardaigne, 8h30 du matin. L'équipage du bateau Overbooking se prépare pour le plus prestigieux concours de pêche de la saison. Maurizio Pastacaldi, le célèbre pêcheur italien, contrôle ses lignes et son matériel une dernière fois. Rien n'est laissé au hasard. Sur le quai d'Arioloy, une autre pointure de la pêche en Sardaigne vient jauger de la forme et du moral de son principal adversaire. Mais le moment du départ approche, plus de temps à perdre, il faut larguer les amarres et rejoindre les autres concurrents. Le Porto Rotondo Big Game est un concours de pêche sportive organisé par le Yacht Club de Porto Rotondo, le Big Game Fishing Italia et la société IBS, importatrice des célèbres bateaux américains Poursuite, Bertram et Cabot. Pour cette édition 2003, 43 équipages, une compétition richement dotée. Mais pour bien comprendre l'esprit, au-delà des coupes et des prix, c'est la notoriété du team et la renommée de son capitaine qui sont en jeu. Le vent qui a soufflé très fort toute la nuit a réduit la zone de pêche et modifié les choix stratégiques des compétiteurs. En effet, initialement était prévue une pêche au broumé des gros thons, impossible. Les bateaux devront rester près des côtes et tenter leur chance à la traîne. Sur la ligne de départ, les bateaux sont enfin prêts pour s'affronter et chaque capitaine a déjà son plan de pêche en tête. Maurizio, le capitaine, n'hésite pas une seule seconde. L'option retenue sera celle de la traîne lente avec vif. Les lignes fines sont mises à l'eau pour la pêche des orphies. On les recherche autour d'îlots situés au large, baignés par de puissants courants. L'orphie est sans doute le vif le plus prisé par les gros prédateurs, céréoles et denti. La première orphie est rapidement remontée, sans hameçon et sans appât, avec juste quelques fils de soie jaune traînés au bout d'une ligne. En effet, sur le bateau, nos pêcheurs vont utiliser uniquement des ganses de fil de soie, car l'orphie possède un rostre pourvu de petites aspérités. Lorsqu'attirée par ce leurre, elle s'en approche un peu trop près, elle finit par s'emmêler le rostre autour des fils de soie et ne peut plus s'en dégager. Le vivier qui contient les orphies doit être de forme arrondie pour permettre aux poissons de nager sans risquer de se coincer. Une bonne circulation d'eau est indispensable. Il en faudra plusieurs pour pouvoir démarrer la partie de pêche. À présent, suffisamment d'orphies ont été mises dans le vivier. La pêche peut commencer. Nicolas accroche un plomb discoïdal de 6 kg, nécessaire pour pouvoir pêcher au downrigger. Ce plomb n'offre que peu de résistance et permet de traîner exactement à la profondeur désirée. Maurizio confectionne ses montages en fil fluorocarbone de fort diamètre avec 2 ou 3 hameçons selon la taille du vif. L'hameçon de tête doit coulisser afin de se positionner exactement à la bonne longueur. L'accrochage de l'orphie est primordial, il ne faut pas qu'elle soit gênée dans sa nage et qu'elle ne se blesse pas. Maurizio place maintenant un système de pinces déclencheuses très astucieux. Il permet de positionner plusieurs lignes sur un même câble issu d'un seul treuil. À la touche, le fil qui a été logé dans un système d'encoche se libère automatiquement. La technique de la pêche au downrigger consiste à faire descendre un plomb au-dessus duquel est accrochée, par l'intermédiaire d'une pince déclencheuse, la ligne.
On peut ensuite combattre en direct son poisson, le plomb étant remonté de son côté à l'aide du treuil. La deuxième orphie va être mise en place. Elle doit nager de façon naturelle lorsqu'elle est traînée à une vitesse comprise entre 1,5 nœud et 2 nœuds. On règle ensuite la profondeur pour le treuil et on surveille que le fil sorte correctement du moulinet afin qu'il ne tire pas sur la ligne. L'attente va pouvoir commencer. Elle sera de courte durée et le frein d'un des moulinets nous signale déjà un premier départ. Les cannes utilisées ont une puissance comprise entre 20 et 30 livres. Elles sont équipées de moulinets tournants de taille moyenne, de très bonne qualité. Quant à la ligne, sa résistance est de 20 livres, c'est-à-dire environ 10 kg. La prise d'un magnifique Denti récompense l'équipage. La joie peut se lire sur tous les visages. Ce Denti de 6 kg ouvre le score et renforce le moral de l'équipe. Sans trop attendre, nos deux pêcheurs, Maurizio et Nicolas, se remettent en place pour prendre à nouveau quelques vifs. Les zones de pêche sont très proches, les orphies se trouvant autour des zones rocheuses, au-dessus des tombants, et les prédateurs juste en contrebas. Les orphies sont là, tout va bien. Allora posso iniziare già a calare? Quanti metri fa? Siamo a 32. Allora iniziamo a calare. Guarda anche per il movimento di pesce che c'è. Il est temps de se remettre en pêche. Tout est prêt. Maurizio, une fois son orphie mise à l'eau, déroule une bonne trentaine de mètres de fil avant de l'accrocher au-dessus du plomb. Il est important que le vif ne soit pas gêné dans sa nage, mais aussi qu'il soit suffisamment éloigné du plomb et des vibrations qu'engendre le câble hyper tendu. Le tout est descendu à la profondeur désirée grâce au compteur métrique qui se trouve sur le treuil. La profondeur est confirmée régulièrement par le skipper après lecture du sondeur. On traîne actuellement au-dessus d'un fond d'une trentaine de mètres. Le fond est imagé en rouge et le poisson fourrage en jaune, très présent à cet endroit.
Avanti imbarcazione vettura alla direzione gara, cambio. Ok. Nicolas questionne en permanence le skipper sur la profondeur afin de régler au mieux la longueur du câble issu du treuil. Le vent est toujours aussi fort et il n'est pas possible de partir plus au large sur les tombants où se trouvent en général les plus gros poissons. Mais cela n'empêche pas un nouveau départ qui fait plier fortement la canne placée à bâbord. Piano, piano, piano. Vai la fiera di là, vai la fiera di là. Magnifique, cette sériole place en tête du concours l'équipage d'Overbooking. Les autres bateaux prévenus par radio ne tardent pas à rejoindre la zone dans l'espoir de prendre un beau poisson. Mais la journée est déjà très avancée. Tous les bateaux finalement se dirigent sur le chemin du retour. L'arrivée au port est décevante pour un certain nombre de participants qui ont cherché à traîner plus au large à la recherche des thons et des coryphènes. Aujourd'hui, il fallait traîner au vif à ras des rochers. Et à ce petit jeu, Mauricio est un expert. Il pêche à longueur d'année de très beaux poissons un peu partout dans le monde et notamment durant les quelques mois qu'il passe en Sardaigne. Cériole et Denti sont ses principaux adversaires. En général, il en garde toujours deux à bord. Incertain du résultat jusqu'à la dernière heure, l'équipage d'Overbooking est quand même à peu près sûr de sa victoire en arrivant à quai. Dario Loi a invité son ami Roberto pour une partie de pêche à la traîne. Première étape, la recherche des vifs. Elle s'effectue à l'aide de l'échosondeur et du GPS. Dario positionne son bateau exactement au-dessus des poissons en fonction des données du sondeur. Une fois le banc localisé avec précision, il faut faire descendre des lignes armées de trains de petites plumes appelées sabiki.
On place ensuite, au bout du bas de ligne, un plomb d'une 60aine de grammes qui permet de l'entraîner rapidement vers le fond. C'est une pêche à la dandine où les micro-rollers travaillent à la verticale. En remontant et redescendant la ligne régulièrement, on anime le train de plume qui donne l'illusion d'un banc de petits poissons en déroute. On peut ainsi prendre plusieurs vifs à la fois sans aucun appât. Très vite, des sévreaux et des maquereaux sont attirés par cet artifice. Les premiers poissons sont rapidement mis au sec, il ne faut surtout pas perdre de temps. Ils doivent être décrochés au plus vite afin qu'ils restent bien vivants. C'est essentiel pour le bon déroulement de la partie de pêche qui va suivre. Le vivier à circulation d'eau est déjà rempli, il est prêt à accueillir les premiers vifs. Il faut en pêcher plusieurs afin d'être tranquille pour le reste de l'après-midi. Le matériel utilisé est léger, les cannes sont à buscle pour bien percevoir les touches et permettre de ferrer instantanément. La taille des vifs est parfaite, juste à la dimension désirée. Avantage considérable, ces poissons capturés sur le lieu de pêche correspondent exactement à ce que mangent les prédateurs en ce moment. Un facteur déterminant pour la réussite de ce type de pêche. Déjà une dizaine de poissons sont en place dans le vivier, largement suffisant pour démarrer la traîne. Au-delà de cette quantité, on prend le risque d'en perdre quelques-uns et de stresser les autres. Dario va rejoindre maintenant un secteur tout proche où se concentre au printemps de Bodendi. De nouveau, c'est le sondeur qui va confirmer la présence des poissons et la qualité du fond. Il ne reste plus qu'à vérifier que la zone est suffisamment étendue et à préparer les cannes et les montages. Sans perdre une minute, Dario accroche le premier vif sur un montage à 3 hameçons. Il pique le premier dans le museau et les deux autres de chaque côté sur les flancs pointent vers l'extérieur. Les hameçons doivent être glissés sous la peau. Dario utilise des 6-0 de très bonne qualité, reliés à un bas de ligne en fluorocarbone. Une fois le vif à l'eau, Dario déroule une quantité suffisante de fil issu du moulinet. Lorsque la distance qui sépare le vif du bateau est suffisante, environ 50 mètres, le fil est stoppé. À présent, il va pouvoir accrocher un plomb d'environ 1 kg à un cassant d'une 60aine de centimètres, ce fil relié à une boucle en tresse fixée par un nœud d'arrêt sur la ligne. La résistance du cassant doit être inférieure de moitié à celle de la ligne mère. En cas d'accrochage, le fil le moins solide doit casser pour éviter que l'on perde la ligne et le montage. Une méthode de pêche très efficace car elle permet de traîner un vif très près du fond. Dès que le plomb est dans l'eau, Dario laisse filer le fil. En contrôlant sa vitesse de déroulement, il tient la canne à 2 mains, le sion pointé vers le bas. Il y a une trentaine de mètres de fond et le plomb va bientôt l'atteindre. Dès que Dario sent le toc, provoqué par le plomb qui touche le fond, il freine la bobine et redresse la canne. Ainsi, la ligne va se positionner juste au-dessus du fond. Il demande à Roberto de lui confirmer la profondeur inscrite sur le sondeur. La première canne est en place, moulinet du frein réglé à environ 2 kg. Au tour de Roberto de préparer sa ligne. Le montage à 3 hameçons est identique à celui utilisé par Dario. Roberto prend le temps de choisir son vif. C'est sur son aspect et sur sa vitalité que repose le succès de cette pêche. Un joli maquereau,
d'environ 200 grammes cette fois-ci. Il traverse les narines du poisson avec le premier hameçon, celui-ci sert à tracter le vif, il doit être solidement fixé et ne doit pas blesser l'animal. Les deux autres hameçons sont passés sous la peau, de chaque côté. L'ensemble doit être équilibré pour permettre au vif de nager correctement. Il ne faut surtout pas que celui-ci tourne sur lui-même sous l'effet de la vitesse lorsqu'on le traîne. Très bien. Pour vérifier la qualité de son montage et la vivacité de son vif, Roberto va le faire nager en laisse le long du bateau. Roberto pêche au monel, c'est un fil plombé qui ne nécessite pas l'utilisation d'un plomb pour que la ligne descende. Selon la vitesse du bateau et la distance déroulée, le pêcheur peut savoir avec exactitude la profondeur à laquelle son vif va évoluer. Alors, vous mettez 2 cannes. Ouais, 2 cannes. 7 de l'autre. Et l'autre va jusqu'au fond. En pêchant en traîne lente, 2 cannes mises de chaque côté suffisent. Les lignes sont placées à différentes hauteurs d'eau et ne risquent pas ainsi de s'en mêler. Dario vérifie régulièrement sa canne afin d'éviter que son plomb n'entre en contact avec le fond. En pêchant au plomb gardien, il faut être vigilant et être prêt à intervenir chaque fois que la ligne se tend. On lève la canne et on effectue 2 à 3 tours de manivelle afin de permettre au plomb de passer un obstacle. En cas de changement de profondeur indiqué par le sondeur, le pêcheur remonte sa ligne de plusieurs brasses et la redescend ensuite pour la replacer exactement au-dessus du fond. Après un premier départ tout en puissance, Dario pompe de façon régulière et laisse peu de répit aux poissons. Les fonds sont encombrés, il faut empêcher le poisson de redescendre. Il y a plus de 100 mètres de fil dehors, la remontée doit se faire sans à-coups. Non dovevi mettere le mani in poppa, dovevi continuare ad andare come stavi Per andando. forza ti devi mettere la mano in pompa, se no ti incasini manovrando. Quando fai male così, devi mettere per forza la mano in pompa. Dès que Roberto aperçoit le plomb, il prend le fil cassant et le coupe à l'aide d'une paire de ciseaux. Dario peut maintenant ramener son poisson sans aucune contrainte. À ce stade, le poisson a déjà perdu beaucoup de ses forces. L'issue du combat semble favorable pour le pêcheur. 50 metri. Vai dritto però, caro. Le poisson perce la surface à une dizaine de mètres du bateau. Il s'agit d'un magnifique denti. Lo vedi perché stava andando sopra? Fa. Spiegalo. Bello? Magnifique. Mais la pêche ne s'arrête pas là. Dario reprend un vif pour le replacer au bout de sa ligne. On replace les lignes et on reprend la traîne à une vitesse de 2 nœuds.
Décidément, les poissons se trouvent très près du fond. La ligne de Dario est encore sollicitée. Roberto, qui pêche au monel, a son vif qui travaille à environ 30 mètres de profondeur, alors que le fond est de 35 à 40 mètres. Adesso puoi fare il cazzo. Come gli fai la Sai che io sono dell'idea che il pesce deve venire in barca, poi che mangino su una o sull'altra, vuol dire sempre che stiamo facendo le cose così. Se poi mangiano tutte e due meglio. Dario est très concentré durant le combat. Avec sa canne de 20-30 livres, il ressent toutes les réactions du poisson. Il maintient une tension constante sur la ligne. gira per la destra. Guarda la canna, vedete che la canna. Questo è un dentice. Allez. Et c'est de nouveau un très beau denti qui récompense notre pêcheur. Bello? Sì, Eh? bello, bellissimo. Le denti est appelé communément denté du fait de sa superbe dentition, de véritables crocs. Allora? Bravo. Nos pêcheurs peuvent être satisfaits avec la mise au sec de ces deux superbes poissons. Pour l'instant, seulement Dario a eu la chance de piquer. Mais Roberto vient lui aussi d'avoir un départ. Il semble qu'il s'agisse d'un plus gros poisson, peut-être une céréole. La canne de Roberto est plus souple et donne l'impression de travailler davantage. Bello, bello. Questa è una ricciola? Quanto per l'idea? Ricciola? Poco Questo è un dentice di 6 kg. Le poisson apparaît maintenant, aucun doute, il s'agit de nouveau d'un beau denti. Il est splendide lorsqu'il vient de sortir de l'eau, ses couleurs irisées sont contrastées, vraiment un très beau poisson. Il vient de recracher un morceau de pâte de poulpe, ce qui fascine nos pêcheurs. No, se vuoi fare la sotto con i ferri. Ces 4 très beaux spécimens pris en seulement 2 heures confirment l'efficacité de la technique de traîne lente avec vif. Bravissimo.
C'est par une belle fin d'après-midi en plein cœur de l'hiver que Jean-Claude Rue part pour pêcher le calamar. Il partage sa passion pour la pêche avec son superbe pointu Intermezzo qu'il a acquis voilà quelques années. S'il le pouvait, Jean-Claude sortirait tous les soirs. La météo ne l'entend pas toujours ainsi. En revanche, cette fois-ci, les prévisions sont excellentes. Minutieusement, il prépare son bateau et son matériel. Il ne faut rien oublier et surtout rien négliger. Par exemple, le salabre peut s'avérer indispensable selon les circonstances. Le matériel sorti, il faut maintenant choisir parmi toutes ces turlutes et calamarettes celles qui serviront ce soir. Alors qu'est-ce que tu fais là, Jean-Claude? Eh bien là je prépare ma ligne de traîne à la main parce que je préfère en ce qui concerne le calamar blanc le traîner à la main. J'ai bien sûr des cannes mais je me suis rendu compte avec expérience que j'ai plus de sensibilité en traîne à la main. J'en perdais pas mal alors que je traînais en canne. Donc traîne à main, la touche se fait sentir immédiatement et puis en plus on a une sensibilité, une sensation particulière, hein. On a le poisson, on a le calamar et sa tension au bout des doigts, c'est bien, c'est une belle sensation. Oui, alors ça c'est un petit écarteur fabrication maison qui me permet de tirer à même hauteur de l'heure. Hein, ils sont Voir le système. Voilà, donc tu vois, ça va. Il y a un petit écarteur, un fil d'une brassée et le leurre vient au bout, le deuxième viendra en parallèle. Et tu utilises donc des... Dans ce cas, j'utilise des plongeantes, mais je peux utiliser des leurres sans bavette. Jean-Claude utilise de petites turlutes à bavette que l'on trouve partout dans le commerce. Et les deux lignes, tu les as à la main? Non, alors, non, en fait, non, quand tu te reprends la question, non, je ne monte pas de ligne, je ne tire qu'une ligne, tout simplement par confort, hein, parce que s'il y en a deux, il arrive qu'on en rate, c'est plus de confusion, et donc une seule, ça permet une certaine sécurité, et au moins de ne pas rater celui qui serait sur la ligne. Tout est fin prêt, le moment du départ arrive. Jean-Claude préfère partir lorsqu'il fait encore bien jour, d'abord parce que c'est plus agréable et surtout plus confortable pour préparer ses affaires. Seul maître à bord, il aime avoir tout à portée de main et ne pense plus qu'à une chose, au superbe calamar qu'il va pouvoir ramener. La pêche au calamar, c'est le véritable plaisir de Jean-Claude. Son péché mignon même, tant il aime les déguster et partager ses recettes avec ses amis. La pêche au calamar, c'est tout un art de vivre. Dès la sortie du port, Jean-Claude déroule sa ligne. On ne sait jamais. Il n'est pas rare, alors que le soleil se couche à peine, de piquer un calamar dès la mise à l'eau.
Je viens de mettre à l'eau ma ligne de traîne à main. Je l'attache, c'est-à-dire que j'ai laissé 12 bracelets à l'extérieur et donc c'est un indice. J'ai très peu plombé ma ligne parce que je suis en bordure de port et de jetée. Par contre, si j'avais à aller dans des fonds supérieurs à 7 mètres, j'ai cette paravane qui me permet de faire descendre mes leurres beaucoup plus bas. Car bon, le calmar actuellement, nous l'avons plutôt au fond. Hein, c'est un constat que nous faisons ces derniers temps. Il y a des périodes où ça peut être différent. Et après, tu attaches ta ligne contre le... Alors, je laisse filer et je l'attache à mon bateau et ça me permet de jouer, de rendre attractif mes leurres par des allers-retours. Et ce qui est intéressant avec cette pratique, c'est la sensibilité que nous arrivons à avoir et cette sensation magnifique de la touche qu'on n'a pas à la ligne. Et la ligne, bon, ça, avec moulinet, ça a un autre désavantage, hein, c'est que on sent moins les départs. J'essaie d'aller sur des fonds de sable où l'eau risque d'être plus claire parce que les intempéries de ces derniers temps ont terriblement troublé l'eau. Et le calmar n'est à l'aise que dans une eau complètement claire pour lui. C'est un prédateur certes, mais il est lui-même une victime idéale et il a besoin d'une vision importante. La nuit tombe enfin, et notre pêcheur, seul sur son bateau, songe déjà à la pêche miraculeuse. Le froid de ce soir et une mer d'huile, ce sont les conditions idéales pour croiser des calamars dans le sillage du bateau. Sorti tout droit des ténèbres, un beau calamar vient de lancer ses 2 tentacules sur une des turlutes de Jean-Claude. Le Loligo vulgaris est rouge au sortir de l'eau, mais une fois mort, il perd sa jolie couleur brique pour devenir entièrement blanc. On l'appelle d'ailleurs plus communément calamar blanc, à ne pas confondre avec le vrai calamar rouge que l'on pêche en été à des profondeurs plus importantes. Les turlutes sont remises à l'eau, tout est en place. Jean-Claude peut retourner sur l'endroit où il vient de taper. En général, les calamars vivent en petits groupes et cela se vérifiera plusieurs fois durant la soirée. Cette fois-ci, c'est sur un train de turlute que ce dernier vient de se faire prendre. Turlute, putain, t'en sors moi avec ça. Les pièces deviennent... Ça devient intéressant déjà. On est déjà en décembre. Ils grossissent.
Pas mal. C'est pas mal en 2 heures. Ah, le calamar, ça crache de l'encre. Hein. Oui. Tu vas les remettre dans ta glacière? Oui, on va remettre tout ça là-dedans. Non. Ouais, vas-y. Ce qui est dit est dit. Alors, et qui c'est qui les cuisine mieux ici? C'est toi? Je pense que c'est moi. Alors, t'es quitte pour les préparer alors? Absolument. Espagne ou piment du Maroc avec de l'ail et tout ça revenu dans l'huile d'olive. Hein, des tomates cerises. Quelques tomates cerises, tu vois, 300 grammes de tomates cerises, 400 grammes de tomates cerises. Et je fais fondre un petit peu ça. Je balance mes calamars dans la poêle et en même temps je mets énormément de persil plat. Je couvre, je laisse cuire 10 minutes. Les enfants, je vous sers ça avec un riz. C'est le Pérou. Une jolie pêche pour ce début de mois de décembre. Jean-Claude est un homme heureux, il est temps pour lui de rentrer. Il n'est pourtant que 19h30. La pêche au calamar, c'est vraiment un petit plaisir que l'on devrait pouvoir s'offrir tous les soirs.